Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce grand débat citoyen dans le cadre des municipales. Claude Danican, bonsoir. Bonsoir Eric. Alors, un débat à la fois pédagogique et critique sur la conduite des politiques publiques, municipales et communautaires ce soir. Il s'agira pour nos invités de nous livrer leur vision, leur constat et leur vécu par rapport à l'administration communale et communautaire. Cette politique est-elle en adéquation avec les attentes citoyennes? Comment l'améliorer? Autant de questions qui nourriront les échanges de ce soir. Alors avec nous ce soir également notre consultant, le politologue Georges Calixte, bonsoir. Bonsoir. Il va nous éclairer sur ces débats tout au long de la soirée. Sur ce plateau, de nombreux invités de citoyens, bien sûr, et de la société civile. D'abord Christophe Wachter, bonsoir. Alors vous êtes président du Conseil économique, social et environnemental régional de la Guadeloupe. Erika Mérillon, directrice associée de l'Institut d'études Calistat. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous, l'ancien député maire de Capesterre-Belo, M. Léo Handy. Bonsoir. Bonsoir. Sur ce plateau également, Jean-Marie Floreur, écologue. Bonsoir. Bonsoir. Et avec nous, une étudiante en master de droit public. Et elle s'appelle Zoé Siro. Bonsoir. Bonsoir. Et aussi Nathalie Minati, docteur en sciences ergonomiques. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant d'ouvrir les débats, je vous propose cette enquête express réalisée par Alexandre Ouda et Rodrigue Lamy sur la confiance et la perception des Guadeloupéens sur leurs élus. Vous allez le voir, ils sont particulièrement critiques. J'ai pas confiance en eux. Pourquoi? Parce qu'au début, ils disent beaucoup de promesses, ils donnent beaucoup de promesses, mais par la suite, on voit que rien ne se fait. Bon, il y en a quelques-uns qui se démarquent quand même, je ne vais pas tous les généraliser, mais après, chacun se bat pour son beurre, hein, c'est tout. Hein. Non, j'ai pas confiance. Voilà. Parce que pour moi, ils promettent des choses et rien n'est fait. Ils vont dire qu'ils vont éviter les coupures d'eau, les choses comme ça, ou ils vont améliorer les espaces, tout ça. Sauf que ce ne sont pas vraiment des choses qui sont peut-être véridiques. Avec tout ce qui se passe actuellement dans les médias, nous promettent des promesses, mais il n'y a rien qui est fait. Donc on vote pour voter, quoi. Mais sinon, c'est tout. Hein. Et quel conseil vous pourriez donner aux maires justement pour améliorer la situation? Mais j'aimerais bien que les jeunes fassent leur foi aussi, leur profession de foi, et qu'ils se lancent. Moi, je suis trop vieille pour ça. Que ce soit laisser la place aux jeunes, qu'on voit comment ils se débrouillent, parce qu'ils ont plus de technique au niveau de l'informatique, ils sont plus qualifiés. Laissez la place aux jeunes. Cette classe politique n'a jamais été à l'écoute. La politique est devenue une rente de situation. C'est-à-dire qu'on fait de la politique pour s'enrichir, pour enrichir sa fratrie, placer ses enfants, ses petits-enfants, etc. Mais il n'y a aucun intérêt du bien public. C'est-à-dire que nous sommes des vaches à lait, c'est-à-dire que nous passons notre temps à travailler, à payer des impôts pour des gens qui sont vraiment incapables. Il faut déjà enlever toutes les voitures abandonnées, déjà d'une, les vieilles maisons et les ordures au bord de la route. Voilà. Vous considérez que les communes sont sales? Voilà, un peu, oui. Voilà, un peu. Et les maires, je n'ai pas confiance ni en l'un ni en l'autre. On verra quel meilleur gagne. Erika Mérillon, bonsoir. Est-ce que ces avis correspondent à la réalité des études que vous menez régulièrement sur le terrain? Alors, oui, quand on écoute les propos des personnes qui ont été interrogées sur ce micro-trottoir, il y a effectivement une corrélation, mais le constat est quand même un peu moins noir dans la mesure où ce ne sont pas l'ensemble des Guadeloupéens interrogés qui jettent l'opprobre sur la classe politique. Donc il faut quand même nuancer le propos. Je crois qu'on est dans une situation aujourd'hui où la confiance est une valeur importante, c'est une valeur essentielle dans la politique. Pourquoi? Parce que dans un système démocratique, il faut, pour pouvoir voter pour un politique, avoir confiance en lui. Or, si on n'a pas confiance, c'est le système qui s'écroule. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est important, indispensable, de scruter la confiance que la population accorde à la classe politique. Et si on regarde les enquêtes d'opinion depuis une dizaine d'années, c'est un baromètre qui a 15 ans maintenant, puisque ça fait 15 ans que nous interrogeons régulièrement les Guadeloupéens sur la confiance qu'ils accordent à la classe politique, on voit effectivement qu'on est plutôt sur une tendance faible, puisque les niveaux de confiance
dépasse rarement les 30%. D'où parfois le fort taux d'abstention, peut-être. Alors, justement, j'allais y venir. Effectivement, si vous n'avez pas confiance, si les élus, l'offre politique ne vous semble pas satisfaisante, eh bien, on arrive effectivement à des élections où les taux de participation dépassent rarement les 60%. 60%, c'est dans le cas des municipales, alors que sur des régionales, des législatives, on va plutôt être aux alentours de 50%. Et on voit également le nombre de bulletins blancs ou nuls augmenter également, signe que le citoyen, l'électeur, ne trouve pas satisfaction dans l'offre politique qui lui est proposée, parce que, quelque part, ce qu'il attend, c'est qu'on porte une solution à ses problèmes quotidiens. Or, aujourd'hui, l'action politique peine à répondre à ces attentes. Voilà, ce voilà qui nous sert de transition, en tout cas pour aborder notre premier thème ce soir, le rapport citoyen élus locaux. Georges Calixte, bonsoir. Bonsoir. Alors là, il s'agit de la notion de confiance entre les élus et les citoyens. On l'a dit tout à l'heure, globalement, il y a une défiance, mais je crois comprendre que les élus de proximité, les maires notamment, ont encore une certaine cote de confiance auprès des citoyens. On peut dire qu'il y a... Je dis bien une certaine. Une certaine. Il y a une relation paradoxale entre l'élu et le citoyen par rapport à la confiance. D'un côté, il y a un rituel partagé, celui de l'élection, qui fait que dans certaines communes, on vote à 75-80% lors des municipales. Mais parallèlement, il y a un processus de désacralisation de la fonction politique. Ça veut donc dire que l'augmentation de l'abstention, c'est un des indicateurs, mais l'indicateur le plus pertinent, c'est que de plus en plus de mouvements sociaux ne s'attaquent pas, en tout cas dans leur objectif, à des éléments purement de société, mais s'attaquent directement au niveau des institutions. Ça veut donc dire que l'élu notable, l'élu décideur par son charisme, progressivement s'est estompé, et l'électeur qui était antérieurement un électeur partisan est devenu un électeur beaucoup plus rationnel qui fonctionne autour d'un optimum des choix. Ça veut donc dire dans son vote, il y a un compromis entre son intérêt personnel et l'intérêt général. Et si l'élu n'entre pas dans cette stratégie de ressources, automatiquement, il y a une logique de défiance. Alors justement, avant, on ne parlait pas tellement de défiance, Léo Handy. Vous avez été maire de Capesterre-Belle-Eau, également député, conseiller départemental, conseiller régional. Est-ce que vous avez vu venir ce genre de défiance auprès de la population, enfin de la population envers ses élus? Non, non. À mon époque, je ne dirais pas que c'était mieux, c'est pas tellement ça, mais je pense que tout ceci vient du fait que ça vient de la non-formation de ceux qui embrassent des fonctions de responsabilité. J'ai eu un avantage à l'époque où je suis rentré, j'étais d'abord maire adjoint avec Feu Paul Lacavé, et il n'y avait pas de faculté ici de droit, c'était l'Institut Visiose qui formait les gens. Donc, on avait les membres du Conseil d'État qui venaient donner des cours et tout ça. Alors, j'ai eu un avantage, c'est d'avoir appris comment appris la gestion, sans être prétentieux, la gestion et l'administration des collectivités, comment bâtir un budget et l'exécuter. Et je pense que c'est ce qui est fondamental. C'est d'ailleurs... Vous voulez dire que ce n'est pas le cas encore. Aujourd'hui, il y a des gens qui se lancent sans la moindre formation, c'est ça? C'est ça qui peut-être crée le problème, parce que les gens viennent et disent, bon, et vous avez entendu les réflexions, on dit, je vais faire. Mais il faut savoir comment on fait. Dans un budget, quand on l'a établi, il est en équilibre. Déjà que ça doit être sincère. Il y a la sincérité des composants du budget et l'équilibre en recettes et en dépenses. Si cela est fait, c'est bien. Déjà, pour que le budget soit bon, il faudrait que les pièces comptables, des recettes notamment, soient sincères. Pour établir un budget, il faut véritablement être sûr qu'on aura l'argent pour dépenser, pour faire exécuter les dépenses. Donc si on n'a pas ça, tout est perdu. Et d'une manière générale, maintenant, on fait un budget peut-être à l'à peu près. Et on l'exécute sans savoir les moyens, ou alors il y a d'autres causes qui peuvent en aboutir au déficit. Il y a d'autres causes qui peuvent... On y reviendra tout à l'heure. Alors Christophe, vous avez produit de nombreux rapports. Est-ce que les citoyens sont aussi sceptiques et aussi un problème de confiance?
Alors, les citoyens semblent très sceptiques par rapport à la conduite des politiques publiques. C'est quelque chose qu'on observe de plus en plus. C'est quelque chose qu'on observe également lorsqu'on parle des élus. Et ceux qui parlent des élus le plus ne sont pas les citoyens, mais souvent les médias. Et lorsqu'on écoute les médias, je trouve que les élus sont rarement valorisés. Or, c'est une donnée importante, je pense, pour la cohésion du tissu social, c'est d'entretenir cette confiance entre les élus et les citoyens. Il y a un autre aspect qui m'interpelle, c'est la passion que suscitent les périodes électorales, qui contraste fortement avec les témoignages qu'on vient d'entendre. On a le sentiment que tout le monde affiche une défiance très nette vis-à-vis des élus, mais je trouve que dans une période comme celle qu'on traverse aujourd'hui, où on voit vraiment des passions qui se soulèvent, il y a comme un manque de logique, en fait. On passe de la passion à la défiance, et on revient à la passion. Alors, vous l'avez tout à l'heure, vous l'avez vu, Claude Danican, ce premier dessin de François Gabour qui nous accompagne ce soir et qui nous dit « Ayez confiance comme vous faites confiance à Dieu ». C'est quelque chose que vous pouvez suivre, Nathalie Menacci? Faire confiance aux politiques comme on fait confiance à Dieu? Ah oui. Ça va me mettre dans l'embarras. Non, je pose la question. Parce qu'il va falloir d'abord que je choisisse le Dieu. Mais bon, non, je ne pense pas qu'on puisse faire confiance comme on peut faire confiance à Dieu. Il y a la passion, parce que Christophe Wachter en parlait tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez choisi les personnes qui sont intervenues, mais apparemment, à Papouna Pomboun, puisque s'ils étaient, peut-être c'était des citoyens lambda et non pas des gens engagés sur des listes, parce qu'on voit la passion. Mais je crois qu'il y a un manque, il y a une perte de charisme globalement, et je crois que ça se ressent dans la défiance que les citoyens peuvent avoir par rapport aux personnes maintenant qui se lancent en politique ou qui y sont et qui ont déçu. Donc il y a cette perte de charisme, je crois. Pour le panel choisi, c'est vraiment au hasard pour les gens interrogés. Donc, Mais pas ni Pomona. C'est le charme des micro-trottoirs. Et aussi de notre objectivité, bien sûr. Alors, peut-être une première réaction de Zoé Siro. Vous avez entendu un petit peu la réaction des citoyens, d'un ancien maire, de l'Institut Calistat, de M. Wachter. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Cette question de confiance en tant que jeune, ça vous préoccupe? Je pense qu'il faut faire confiance aux élus parce qu'ils ne sont pas là de toute façon pour rien. Et puis, il faut aussi essayer de réinventer l'échelon local pour mieux gérer tout ce qui va être les collectivités, puisque du coup, c'est vrai que c'est mon domaine. Et puis, quand on parle de la commune, on parle aussi de l'intercommunalité. Et il ne faut pas oublier que malheureusement, le rôle du maire est un petit peu effacé par rapport à l'intercommunalité. Et puis, surtout que le maire est le premier élu de proximité, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Je pense qu'il va falloir essayer de simplifier aussi certains actes administratifs et on va dedans. Donc, et vous, personnellement, vous avez confiance? Oui, moi j'ai confiance. Il faut avoir confiance. Il faut tenir. Voilà. Merci Zoé Siro. Alors justement, vous avez parlé de la fonction du maire. Nous allons tout de suite faire connaissance avec ces missions dévouées au maire d'une commune. C'est un reportage avec nos confrères de Paris. En gros, le maire, c'est le big boss de la commune. C'est lui qui dirige tous les services municipaux. Il paraît que c'est l'élu préféré des Français. Et oui, ils aiment leur maire, les Français. Et c'est normal. Il est proche d'eux, ils le croisent le samedi sur le marché, au stade ou encore au dîner des anciens. Mais derrière les poignées de main et les discours officiels, il en a du boulot, le maire. Déjà, il imagine la politique communale, la fait voter en conseil municipal, où il a la majorité évidemment, et s'assure de sa mise en œuvre dans tout un tas de domaines, comme la réglementation du stationnement, la voirie, l'urbanisme, les équipements publics. Et surtout, il élabore le budget et veille à son respect, enfin normalement. En tant que chef du village, le maire est aussi le représentant de l'État sur son territoire. Son job, organiser les élections, gérer les inscriptions sur les listes électorales, l'état civil et coordonner les cérémonies patriotiques. Et pour faire régner la loi dans sa commune, le maire, qui est responsable du maintien de l'ordre public, dispose également de pouvoirs de police. Enfin, en cas de problème, le maire est l'unique représentant de la commune devant la justice. Et ça, il faut bien dire que ça leur colle une sacrée pression au quotidien. Alors, Jean-Marie Floreur, votre sentiment sur ce rapport entre élus et citoyens? Alors, pour moi, la confiance, c'est quelque chose qui ne se décrète pas, mais qui se construit et qui se cultive. Et notamment, la confiance, elle est d'autant plus solide que le comportement des candidats, une fois qu'ils sont élus, ne change pas.
c'est pas toujours évident lorsque, quand on est candidat, on promet des choses qui ne sont pas forcément, même parfois compatibles avec les lois de la physique. Et du coup, forcément, on en arrive à décevoir, et c'est là où la confiance est difficile. Donc ça, c'est un travers qui n'est pas propre qu'au municipal, c'est propre à la démocratie en général, qui aime bien un monde en croissance, où on va pouvoir distribuer des avantages à chacun. Mais s'il n'y a plus de croissance, et on se rend compte qu'en Europe, ça fait 50 ans que ça a commencé à baisser, eh bien à ce moment-là, il faut faire des arbitrages. Et les arbitrages, c'est aussi un petit peu plus compliqué, mais c'est surtout peut-être la lucidité et c'est l'honnêteté qui peuvent justement faire renaître cette confiance, mais ça demande du courage. Alors justement, tout à l'heure, l'étudiante Zoé Siro nous disait qu'elle a confiance, elle est optimiste. Est-ce que vous, par exemple, l'autre étudiante qui est également avec nous, Taïna Alix, vous aussi, vous faites confiance aux politiques, vous êtes optimiste ? Alors oui, je suis de nature optimiste, mais en ce qui concerne les politiques, je le suis un petit peu moins. Et puis bon, on parlait de la notion de confiance. Je pense que, en ce qui me concerne, j'ai pas vraiment confiance. Et j'ai pas confiance, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de politiques qui, comme on l'a dit, ont déçu. Et aussi le fait peut-être de voir dans certaines communes les mêmes maires, ça amène vers une certaine lassitude. Et donc du coup, on n'arrive pas à percevoir l'évolution, on ne sait pas où est-ce qu'on peut se placer. Et donc du coup, voilà. Voilà. Donc, plutôt arrêter les promesses et oui. Rentrer dans des actions concrètes. Voilà. Donc, il faudrait peut-être aussi une vigilance citoyenne un peu plus renforcée aussi. Oui, pour aussi. faire le tri dans tout ça. Oui, aussi, c'est vrai que c'est une piste intéressante. Et puis, éventuellement, faire des interventions dans les collèges et les lycées pour sensibiliser les jeunes, pour leur expliquer un petit peu comment ça se passe, comment ils voient les choses, parce qu'au final, l'opinion de tout le monde compte, puisqu'on parle plutôt des étudiants et tout, mais les lycéens et les collégiens, c'est, je pense... ils sont importants comme tout un chacun. Il faut avoir l'avis de tout le monde pour pouvoir construire un avis collectif au final. Voilà. Erika Médrion, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Je crois que le rapport entretenu par les Guadeloupéens et leur politique est un rapport ambivalent, qui est, Christophe Wachter le disait, qui est nourri entre défiance, passion. Quand on interroge, nous, les Guadeloupéens, ils nous disent qu'ils veulent du renouvellement, qu'ils veulent, comme disait l'étudiante qui vient de s'exprimer, mais en même temps, ils veulent des politiques expérimentées. Ça rejoint là encore le propos de M. Andy. Donc, quelque part, ils veulent du renouvellement, mais ils veulent de l'expérience, ils veulent des personnes qui soient en capacité de bien administrer la commune, et ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Et quand vous regardez les scrutins précédents, vous vous rendez compte que très souvent, les maires sont reconduits. Alors pour l'instant, on parle de l'échelon communal, mais très souvent, les maires sont reconduits. Et je voudrais ajouter quelque chose sur la question de la confiance. Le rapport des Guadeloupéens à leurs élus est le même que ce que l'on observe si on regarde les sondages au niveau national. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une crise globale des politiques publiques et du personnel politique. La politique est censée améliorer ou en tout cas garantir des conditions de vie. Aujourd'hui, on est dans une période difficile où les parents n'ont pas, et c'est peut-être l'une des premières fois où on arrive à cette inflexion, où les parents n'ont pas l'impression que leurs enfants auront une vie meilleure que la leur. Alors que toutes les politiques se sont construites sur cette ambition de faire en sorte, toutes les luttes sociales qui ont animé la France et la Guadeloupe, ont été basées sur l'espérance, sur l'espoir, une confiance dans l'avenir qui fait que, globalement, mes enfants auront une chance de vivre au moins aussi bien, voire mieux que moi. Or, aujourd'hui, il y a de vraies interrogations à ce sujet, des interrogations économiques, des interrogations environnementales, et je crois que Jean-Marie Floer en parlait tout à l'heure. Il y a de vraies interrogations qui cassent la relation tout à l'heure, entre le les développement politiques. économique et l'attractivité du territoire, comment faire. Alors Christophe Wachter, l'équation est difficile entre renouvellement et l'expérience.
Équation difficile, certainement. Certainement, on se rend compte que des personnes qui sont en place depuis plusieurs mandats, qui ont fait leurs preuves, sont accusées d'être là depuis trop longtemps. On ne cherche même pas à savoir quel a été leur bilan, quel a été leur programme, quelle a été leur formule pour assurer leur succession ou la continuité d'une politique qui aurait fait ses preuves. Il y a une forme d'usure. On se rend compte de plus en plus que certaines personnalités politiques, contrairement à des époques qui nous ont précédés, certaines personnalités politiques sont rentrées également dans ces réflexes de modernité où on veut du changement. On a un peu l'habitude du zapping et quelque part on ne veut plus, comme c'était le cas par le passé, on ne veut plus passer de longues décennies avec le même édile municipal. Alors Georges Calix, est-ce qu'on peut dire que le comportement de l'électeur a suffisamment évolué, pour avoir une perception et faire le bon choix? Comme je l'exprimais tout à l'heure, ce choix est toujours la conséquence d'un optimum politique, à savoir qu'il trouve le compromis entre ses intérêts personnels et bien sûr le système politique lui-même. Mais je voudrais insister sur deux aspects. Le premier, c'est que le système politique, par définition, est lui-même régulateur. On n'y entre pas forcément par la simple volonté de vouloir y accéder. Il y a un rituel, il y a un processus, il y a des règles, et c'est vrai que ces règles ne sont pas forcément favorisant les jeunes qui veulent y entrer. Le deuxième élément, c'est que les élus politiques vivent cependant une situation qu'on peut qualifier de crise existentielle, parce qu'ils doivent gérer l'urgence, mais en même temps avoir une vision à long terme. Ils doivent régler, en tout cas, des problèmes des politiques publiques immédiates, alors même que les moyens financiers diminuent. Ça veut donc dire qu'il y a ce paradoxe permanent, et je ne partage pas tout à fait l'analyse suivant laquelle nos élus n'ont pas suffisamment de niveau de formation pour pouvoir mener à bien les politiques publiques, puisqu'à l'heure actuelle, la fonction publique territoriale de Guadeloupe est celle qui est la plus nombreuse, 15 250 fonctionnaires, et elle dispose de cadres d'emploi qui permettent, en tout cas à un maire qui voudrait s'encadrer, d'avoir des techniciens spécialisés. Le véritable problème à l'heure actuelle, c'est le problème existentiel au niveau de la fonction d'élu, et vous verrez que de plus en plus de jeunes voient les choses de manière extérieure, mais on a des expériences spécifiques à la Guadeloupe, on a constaté que tous ces jeunes ont été très critiques vis-à-vis des politiques, et certains, pour ne pas dire tous, ont fini vice-président d'institutions. Ça veut donc dire, ça montre l'importance du pouvoir intégrateur du système politique. Ouais, nous allons nous diriger vers le public du côté de Yael Pagési sur la question notamment de la confiance entre les citoyens et les élus. Bien, en tant que jeune, pas totalement jeune quand même, je pense que la confiance entre le citoyen et les élus est fondamentale aujourd'hui, puisque ce que l'on observe, c'est que nous, en tant que jeunes, certains, on se désintéresse de la vie politique de plus en plus. Si on observe les différents scrutins, peut-être pas forcément municipaux, mais on regarde les dernières législatives, on avait déjà 80% d'abstention en Outre-mer, ce qui était extrêmement important. Donc c'est vrai que les jeunes ont tendance à déserter de plus en plus la vie politique et peut-être s'orientent vers des actions alternatives, qu'on pourrait dire la société civile. Et c'est là peut-être le croisement, le carrefour entre vie politique et société civile qu'on peut avoir. Une réaction de Nathalie Minacci? Oui, clairement, c'est vrai que on a l'impression aujourd'hui que beaucoup de jeunes qui veulent s'engager, peut-être à cause des processus initiatiques, entre guillemets, dont M. Calixte a parlé, mais ne vont pas vers les systèmes politiques, les partis, puisqu'on a l'impression en tout cas que c'est verrouillé et qu'il faut subir une ascension pour parvenir en tout cas à être positionné comme il faut. Et les jeunes qui ont vraiment envie de faire des choses concrètes et qui veulent que ça avance, mais s'organisent au niveau de la société civile, au niveau associatif. Et il y a beaucoup, effectivement, d'actions qui pourraient être menées par les politiques publiques, mais qui sont menées à titre individuel ou à titre collectif, mais en dehors du système politique, quoi. Alors, vous avez aperçu l'autre dessin de François Gabou. Hein. Vous allez nous traduire ça, Claude Dany. Mais c'est pas maman. Pas maman. À vous. Enfin, moi, t'es dit maman. Enfin, pas maman à vous. Voilà. C'est la diversité des langues des Antilles qui s'exprime. Alors, Jean-Marie Floreur, qu'est-ce qui pourrait ramener la confiance, selon vous, entre le citoyen et l'élu? C'est possible? Oui, je pense que c'est possible. L'espèce humaine, ce qu'elle a de particulier, c'est sa capacité de s'adapter, justement.
Mais s'adapter, il faut encore comprendre l'environnement dans lequel on évolue. Et par exemple, on a dit au début que le maire s'occupe de la chose publique. On oppose souvent ce qu'il y a de public avec ce qu'il y a de privé. Et on dit, par exemple, l'État doit faire respecter les contrats privés. Mais l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, les sols, la biodiversité, tout ça, c'est encore une autre catégorie. Ça s'appelle les communs avec un grand C. Et peut-être que c'est un autre rapport à ces communs dans lequel la société civile, le monde associatif par exemple, les ONG, peuvent jouer un rôle complémentaire d'articulation. C'est ça qui peut permettre aux citoyens de trouver finalement le juste échelon au sein duquel il peut placer son action politique avec un grand P dans un projet de territoire beaucoup plus global. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que ces maires prennent vraiment en considération l'action, l'élan un petit peu des associations sur le terrain? Est-ce que les rapports sont difficiles? J'ai voté pour la première fois en 1992, ça fait un certain temps. Les choses sont en train de changer, c'est vrai. On a des mouvements de jeunesse, avec par exemple Greta Thunberg, qui ont un certain écho. Mais malgré tout, je pense que les choses ne changent pas assez vite par rapport à la dégradation des conditions de vie globalement qu'on peut avoir et en Guadeloupe et ailleurs. Donc il y a une vraie course contre la montre qui est engagée, et seule une vraie pédagogie pour justement rappeler les enjeux, rappeler les connexions entre problèmes, rappeler que les problèmes ne se règlent pas individuellement ou avec une pensée en silo, mais en pensant vraiment système. C'est ça qui peut permettre là aussi d'instaurer une dynamique beaucoup plus vertueuse que ça n'a été le cas jusqu'à présent. Et alors, Léon dit, est-ce que vous pensez que la formation des jeunes passe par justement le conseil municipal, par une adhésion à une élection, un parti? Oui, quand on milite dans un parti, déjà, ça peut donner une formation. Mais je reviens sur ce qu'a dit le professeur Calixte. Je maintiens qu'il faut que les maires aient une formation. Alors, je dis il faut, c'est peut-être... Si on interrogeait les candidats aujourd'hui, vous êtes candidat, mais si vous êtes maire, vous êtes maire pour faire quoi? S'il a dans l'esprit qu'il va gérer l'argent du contribuable dans l'intérêt de la population, c'est-à-dire mettre à la disposition de la population des infrastructures, tout ce qui peut permettre l'épanouissement de toutes les catégories sociales qui constituent la population, s'il a ça dans sa tête, ça peut déjà être quelque chose de positif. Mais s'il va au hasard et dit, bon, professeur, je m'excuse, mais il y a effectivement des structures où on forme des administratifs qui sont brillants. Mais un maire doit avoir une certaine connaissance de l'administration et de la gestion. Parce que s'il ne possède pas ça, on fera n'importe quoi et c'est ce qui se passe. Du jour, pourquoi? La perte de confiance, c'est quoi? Mais est-ce que selon vous, nos élus actuellement ont cette connaissance, ou est-ce qu'ils ne font pas appel souvent à des collaborateurs qui sont pointus et peuvent les accompagner face à cette insuffisance ou faiblesse? Non, mais les collaborateurs, c'est une chose. Ça peut, mais vous, en tant que... Vous êtes le premier responsable et c'est vous qui êtes responsable des finances. C'est vous qui signez tout. C'est vous qui engagez les finances de la collectivité, c'est-à-dire l'argent du contribuable. Ah, clair, c'est pour vous on a voté, quoi. C'est pour vous qu'on a voté. On a voté pour une liste, mais c'est le maire. C'est la tête de liste qu'on voit. Donc c'est lui qui doit être en responsabilité et assurer la gestion convenable. Je dis que oui, professeur, oui, il y a des gens, des collaborateurs qui peuvent être très efficaces. Mais moi, je me souviens avoir discuté avec un député africain, Niam Niam, qui était maire d'une petite ville et était ingénieur des ponts. En Bretagne, Kofi Niam Niam. Kofi Niam Niam. Alors je lui dis un jour, mais écoute, tu es à ton aise, tu es ingénieur et tu peux gérer, mais moi, je n'ai pas ta technicité. J'ai une certaine formation quand même, mais je pense que les ingénieurs de la DDE qui viennent, ils peuvent vous proposer n'importe quoi. Et si le maire n'a pas une capacité pour dire non, ce n'est pas ce que je veux ça, il me répond, tu sais, les ingénieurs de la DDE
proposent toujours des choses qui vont permettre de prendre de l'argent des collectivités parce qu'eux-mêmes, ils sont payés au nombre de kilomètres de travaux qu'ils ont fait. Donc, ils ne vont jamais vous dire, oui, il faut faire ça. Vous dites, non, monsieur le maire, il faut passer par là. Ça allonge. Ça vous est arrivé de dire non? Ah, ça m'est arrivé souvent. Non à un ingénieur? Absolument. Je dis, non, mais c'est parce que je vous ai demandé. Et si vous ne pouvez pas lui dire ça, bon, mais quand vous lui dites ça, il voit que vous avez une dose de formation qui vous permet de suivre ce qu'il fait. Georges Calixte, on dit souvent... Je voulais ajouter, si vous permettez, c'est ce qui fait que nous sommes devant des situations comme ça. Parce que les maires qui arrivent, ils n'ont aucune... Enfin, ils ne viennent pas pour gérer dans l'intérêt et l'épanouissement de la population. Ils sont partis dans un sens et puis ça va. Et je ne parle même pas des travaux, des marchés, etc. Peut-être que vous... Georges Calixte, on dit souvent que l'administration prend le pas sur l'élu. C'est quelquefois vrai. Non seulement c'est vrai, mais il faut bien distinguer les rôles. L'élu, c'est l'écoute. Et l'administration, c'est l'opérationnel. En fait, ce qui se produit, et vous savez bien que nous avons 29 communes qui sont dans le rouge, seules 3 actuellement peuvent estimer avoir une trésorerie leur permettant d'honorer leurs engagements. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout simplement parce que les élus écoutent, ils entrent dans une logique de satisfaction de besoins qui sont de plus en plus individualisés, de plus en plus ponctuels, qui s'écartent de l'intérêt général. Résultat, quand bien même ils sont bien conseillés par les administratifs, il y a ce qu'on appelle des débordements dispendieux liés au fait que le maire fait plus de la politique qu'il ne fait de la gestion. Or, actuellement, monsieur Andy, monsieur le député, je vous signale que la fonction publique territoriale, c'est 23 domaines d'intervention. Peut-on demander à un maire d'être compétent dans ces 23 domaines? Par contre, il peut recruter un encadrement qui, dans chacun de ces domaines, a des cadres de conception, des cadres d'organisation et bien sûr des cadres d'exécution. En fait, notre problème avec la gestion, c'est moins peut-être un problème de compétence de ne pas savoir mettre le fonctionnement ou l'investissement. C'est surtout une politique menée sous le plan budgétaire qui est trop proche de la politique politicienne et qui aboutit par conséquent à des débordements, quand bien même les administratifs aient eu le courage d'alerter le maire sur les dérives et les manquements qui pourraient y constituer. Et ça peut... Ah oui, le décès de Gabou résume bien. Maire à tout faire, je souhaite une plus belle case pour Cocotte. Donc on l'a vu, ce décès de Gabou qui fait rire, mais quelquefois c'est aussi la réalité. Je ne sais pas qui veut intervenir, interpréter. Allez-y, Christophe Wachter. Oui, enfin moi j'ai le sentiment qu'on débat sur l'expertise dont doit être porteur le maire. Je ne suis pas sûr que le maire doive être vraiment un expert, comme vous l'avez dit, Georges Calixte, un expert dans tous ces domaines-là. Le maire doit être un expert de la décision publique, à mon avis. La décision publique, elle doit être préparée. Donc il s'appuie sur une équipe administrative qui prépare la décision que lui-même il prend. Ensuite, la décision publique, une fois qu'elle est prise, elle doit être mise en œuvre. Donc là encore, c'est le travail de son administration. Et là où on entend le plus parler du maire, c'est sur l'aspect responsabilité par rapport à la décision prise. Et c'est souvent sur cela qu'on le juge, c'est souvent sur cela qu'on le sanctionne. Et le maire, donc, ses compétences, elles ne sont pas sur les 23 domaines, à mon avis, qui ont été cités, mais ce sont des compétences qui doivent être transversales sur ces 4 domaines. Superviser une préparation de décision publique, délibérer pour prendre la décision publique, la mettre en œuvre, et également, là, c'est de la supervision, et ensuite, être capable d'assumer cette décision une fois qu'elle a été prise. Et je crois que ce sont des personnalités qui doivent surtout émerger, non pas des experts. Alors justement, ça nous permet de parler tout de suite de l'aménagement du territoire. Et là, il y a des décisions souvent à prendre. On a vu des ponts, des routes qui n'ont pas servi à grand-chose quelquefois, ici et là, en Guadeloupe, en Martinique ou en France. Et là, on parle de maîtrise, Georges Calixte, de schéma d'aménagement. En fait, le développement, l'aménagement du territoire, s'est articulé autour d'un concept, celui de développement durable. Ce concept a lui-même évolué. Au départ, il s'agissait de garantir aux générations futures une terre, en tout cas en état de recevoir leurs besoins par rapport aux ressources disponibles. Or, actuellement, on constate que les choses ont beaucoup évolué, puisque la traduction politique de cette philosophie du développement durable, c'est en tout cas traduit par des schémas. Donc maintenant, il existe des plans locaux d'urbanisme, il existe un schéma d'aménagement régional, il existe des schémas de cohérence territoriale. Mais à côté de ces schémas, on constate aussi qu'il y a eu des enjeux qui ont été précisés,
l'obligation de préserver les espaces naturels, agricoles, forestiers, l'obligation également de prévenir les risques et bien évidemment l'obligation d'aller dans ce qu'on appelle les villes durables. Donc le concept d'aménagement du territoire est passé d'une approche humaniste, très environnementaliste, à une approche beaucoup plus pragmatique avec une localisation, une délocalisation, donc un retour vers les élus de la capacité à pouvoir structurer leur territoire, mais autour de règles qui sont bien précises. Jean-Marie Floreur, on a vu depuis l'arrivée des EPCI, la mutualisation en termes d'équipement, mais on a parfois aussi vu le tout bétonnage, il faut partie de bétonnage. Il faut faire, à mon avis, attention à tout cela. Oui, ce qui est l'un des enjeux majeurs au cours de ce siècle, c'est non pas de protéger l'environnement, ça n'est pas possible. Ça n'a jamais été possible dans l'histoire de l'humanité. Ce qui est possible, c'est de réduire les impacts. C'est de les réduire à un niveau suffisamment bas pour que la nature, les écosystèmes puissent cicatriser, puissent se refaire, puissent être suffisamment résilients. C'est très très différent. Et par conséquent, toute action qui, alors peu importe le nom qu'on lui donne, hein, je ne suis pas très fan de l'expression développement durable, je préfère la notion de transition écologique, par exemple, ça revient simplement à réduire le poids, l'empreinte des activités humaines. Quel est le principal, le premier déterminant de l'empreinte des activités humaines sur l'environnement, c'est-à-dire qui nous fait scier la branche sur laquelle on est assis, ce sont les quantités d'énergie qu'on consomme. Et justement, le maire, en organisant l'aménagement de sa commune, il a une certaine capacité, par exemple, à garder, on l'a dit, une certaine vocation agricole, par exemple, à certaines terres, de manière à augmenter la résilience de son territoire. Mais parfois, la notion de lobby ou des interéconomies trouble le jeu. Le maire est toujours un arbitre. D'ailleurs, tous les politiques en démocratie sont des arbitres. Ils cherchent, si on doit exprimer les choses de façon un peu triviale, à faire taire celui qui gueule le plus fort. Mais ça veut dire pour ça qu'il faut connaître les dossiers. Et malheureusement, ça c'est une constante aussi, non seulement en France, mais ici aussi dans les Antilles, c'est que on n'a réellement pas le temps de s'imprégner suffisamment des dossiers lorsqu'on est en responsabilité. C'est avant d'être élu qu'on peut le faire. Donc avec un travail de terrain, avec un travail de réseautage, avec un travail d'appréciation, de travail de fond sur des dossiers complexes, comme ceux par exemple du changement climatique ou de ceux de l'érosion de la biodiversité. Et donc ce n'est uniquement que comme ça qu'on peut prendre justement les bons arbitrages en face des lobbies, quitte à ne pas plaire parfois à des personnes puissantes, mais finalement en restant fidèle à ce qu'est l'intérêt général. Alors justement, ça nous permet de poser la question à Yael Pagési, parce qu'on entend dans tous les programmes aujourd'hui des candidats ville durable, développement durable. Est-ce qu'il y a une définition pour le développement durable, Yael Pagési ? Il est vrai que le développement durable a émergé plus... En 1960, vous aviez tout ce qui était halte à la croissance, le Club de Rome. Dans les années 80, vous avez eu le rapport de Gros à Haarlem-Brundtland. Et en fait, le développement durable se définit un petit peu comme on répond aux besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures à répondre aux leurs. Donc ça prend 3 aspects, à la fois l'environnement, le social et l'économique. Mais quand on regarde un peu, Jean-Marie a parlé de transition écologique. Il est vrai que le tout dans le tout est lié, puisque finalement on est dans un système assez interdépendant, où on n'est pas vraiment indépendant, mais on est un petit peu dépendant, en quelque sorte, sur les questions énergétiques, alimentaires et autres. Donc, par conséquent, oui, le développement durable est un impératif, et pour y arriver, c'est vrai qu'il y a cette transition, puisque finalement, par exemple, on a eu la loi sur l'économie circulaire, et il est vrai qu'il y a eu plusieurs étapes, et on observe que l'économie circulaire, c'est quoi finalement ? C'est le changement d'une économie dite linéaire où on produit, on extrait, on jette. Et là, on va passer à un concept finalement, comme on dirait, de cradle to cradle, c'est-à-dire du berceau à la tombe, où finalement, on va vraiment commencer à produire. Certes, on va consommer, mais on va également penser à recycler. Et tout ce qu'on va faire, on va vraiment faire la chaîne de A à Z et ce qu'on appelle retourner à l'origine. Voilà. Voilà, vous allez juste passer le micro à Madame Brel qui va nous dire un petit peu son sentiment, parce qu'aujourd'hui, vous entendez certainement, vous prenez le micro.
Voilà. Donc vous avez écouté un petit peu les candidats aux élections. On parle de développement durable, de ville propre. Qu'est-ce que ça vous êtes organisatrice d'événements. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il nous manque un peu d'infrastructures et d'aménagement pour justement permettre de mener des actions autour du développement durable. Et c'est vrai que souvent on pose la question, on se rapproche beaucoup des collectivités pour savoir quelles sont les actions qui sont menées, et on se rend compte qu'il y a un blocage, il y a un manque de financement, absence de financement, ou alors on n'est pas encore dans cette logique de développement durable. Et même si nous voulons mettre en place des événements autour de cela, on rencontre cette difficulté puisque financièrement ou structurellement, les choses ne sont pas encore tout à fait au point. Il n'y a pas encore de prise de conscience générale, on va dire. Nathalie Minacci, Oui. j'ai longtemps, certains Guadeloupéens parlent de développement durable. Il n'y a pas à attendre les notions viennent de l'extérieur. Non. Et longtemps, il n'y a qu'à pratiquer même. Pour revenir à l'échelle, justement, en parlant d'aménagement du territoire, en prenant effectivement en considération tous ces concepts de développement durable, d'économie circulaire, etc., je crois qu'il faut peut-être revenir aussi à l'échelle de la Guadeloupe et se rendre compte qu'un maire qui maintenant aussi doit décider dans une intercommunalité doit être capable, effectivement, peut-être d'effacer un peu les intérêts de sa commune pour regarder au niveau de l'intercommunalité une meilleure organisation du territoire. Et c'est vrai que malheureusement, souvent dans les intercos, on a des bagarres entre maires qui veulent défendre les intérêts de leur commune, ce qui est peut-être compréhensible. Mais en tout cas, une meilleure organisation du territoire permettrait d'avoir une meilleure, en tout cas, prise en compte du développement durable et des transitions écologiques de toute façon qui nous peuvent donner. Donc, est-ce possible de progresser selon vous ? Mais il est possible de progresser, mais c'est vrai que si on regarde la parole politique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup d'éléments de langage, mais que finalement les actions concrètes se retrouvent justement dans la société civile. Et parfois on est obligé de monter des collectifs pour aller à l'encontre de tel ou tel projet, parce que le maire ou l'équipe municipale a décidé pour le bien de sa commune, pour le développement économique de sa commune, d'aller dans telle ou telle direction, et que cette direction-là n'est pas bonne, ni pour les écosystèmes, ni pour la Guadeloupe, pour l'insularité de la Guadeloupe en tant que telle. Alors, Léo, on dit, qu'est-ce qui manquait aujourd'hui au maire pour aller dans cette direction-là? Vous avez été en responsabilité. Tout est une question de vision. Il faut qu'ils sachent regarder l'avenir. Moi, je redis que je suis pour la formation. Et tant qu'on ira aux élections, pour aller aux élections et accéder à un poste, sans savoir ce qu'on va faire, quels sont les moyens qu'il faut avoir pour aboutir à ce qu'on souhaite. Mais l'idée générale, pour moi, l'esprit, c'est de toujours penser qu'on doit permettre à la population de s'épanouir. Mettre les grands équipements. Comment ? Non, j'allais dire, est-ce que quand on a la tête dans le guidon, on ne s'écarte pas un peu des priorités et face à l'urgence, voilà. C'est possible, oui. Quand on a la tête dans le guidon, oui, on peut. Mais il faut savoir reprendre la raison et revenir à la réalité. Alors, tout à l'heure, Nathalie Minacci disait, Georges Calix, que les maires avaient plutôt des priorités pour leur commune. Alors, c'est là qu'intervient dans le SCOT la notion de complémentarité territoriale. Qui fait partie normalement des dispositifs stratégiques. Mais je vais peut-être surprendre l'assistance, mais les maires ont très peu la main sur le développement durable parce que la France a distillé cette compétence dans la décentralisation de manière très parcimonieuse. Et je vais vous donner 3 exemples. Un maire prépare son plan local d'urbanisme. Il doit d'abord faire ce qu'on appelle une évaluation environnementale. Premier élément. Qui c'est qui fait cette évaluation? C'est l'ADEAL. Deuxième élément, il doit pouvoir, à un moment donné, faire passer ce qu'on appelle son zonage au niveau d'une commission qui s'appelle la CDPNAF, la Commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Or, cette CDPNAF a ce qu'on appelle un avis conforme.
Ça veut donc dire que si elle donne un avis défavorable, le projet est retoqué. Troisième élément, la loi Notré a de toute façon transféré en grande partie cette compétence à l'intercommunalité, au point de pouvoir constituer des plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Mais comment vous voulez définir ces plans locaux d'urbanisme intercommunaux alors même que vous n'avez pas une conception précise de l'intérêt communautaire en matière environnementale? Là encore, c'est souvent les services de l'État qui reprennent la main et qui, par le poids des contraintes réglementaires, indirectement, contrôlent cet aspect-là. Donc, contrairement à ce que l'on pense, les maires, là-dessus, n'ont pas les coups des franches. Zoé Siro, vous êtes jeune juriste, vous l'avez certainement exercé. Est-ce qu'il n'y a pas urgence, quand on entend Georges Calix, pourtant on est en décentralisation, de dépoussiérer un petit peu la législation et de trouver des simplifications? Est-ce que ça vous préoccupe en tant que jeune, en tant qu'étudiante? Oui, totalement. Après, je vais reprendre une citation que mon professeur Pierre-Yves Chicot avait dit chez vous, que le temps est fait de changements, mais que ça prend du temps, malheureusement. Et ça, il faut que tous les Guadeloupéens comprennent, parce que le droit, c'est du temps. Entre un moment où on décide de faire une loi et qu'elle est adoptée, ça prend du temps. Et de voir les effets, c'est pareil. Mais pour essayer de répondre, parce que c'est vrai que moi, j'étudie le droit des collectivités, donc c'est beaucoup plus compliqué parce que la frontière entre le droit public et la politique est très mince. Mais malheureusement, je vais vous apporter une réponse administrative. Aujourd'hui, on essaye, en tant que juriste, d'essayer de simplifier l'administration, notamment avec les procédures de dématérialisation. La dématérialisation, bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est, voilà. Mais ça, c'est plutôt dans la forme. Mais c'est plutôt dans la forme, etc. Oui, c'est vrai. Mais surtout, ça permet d'être plus rapide, que ça soit pour le particulier comme pour les agents communaux ou dans l'intercommunalité, tout simplement. Ça va permettre aussi, on parlait d'écologie tout à l'heure, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus écologique, merci, puisqu'on va essayer d'enlever certains papiers. Et puis, on a de nouvelles formations informatiques. On va arriver vers de nouveaux emplois et aussi un petit peu de maintenance informatique. Et puis, ça a un enjeu sur les marchés publics, puisque aujourd'hui, depuis 2018, toute la procédure de passation des marchés publics se fait obligatoirement de façon dématérialisée. Alors, on voit le dessin de Gabo, un maire au milieu avec le traité d'arbitre Siro, vendu, etc. Alors, finalement, quand on regarde bien tout cela, Nathalie Menacci, je reviens encore vers vous. Est-ce qu'on ne demande pas beaucoup au maire et finalement, comme on dit à Guadeloupe, il n'y a pas de détail au mari quand même, quand on entend tout ça? Oui, et puis je crois qu'il y a... on voit un certain nombre de papiers qui sortent où on parle du blues des maires, parce que c'est vrai que maintenant, devenir maire, je ne sais pas si tous les candidats en ont vraiment conscience, mais théoriquement, ils devraient quand même prendre la mesure de la charge. Théoriquement, il y a une défiance du citoyen qui va de plus en plus. Il y a également, par contre, on attend beaucoup de choses du maire. Le citoyen attend énormément de choses du maire. Il attend qu'il règle tous les problèmes du quotidien. En même temps, il a une charge de travail aussi qui doit, s'il veut appréhender tous les problèmes comme il se doit, il a une charge de travail au niveau de sa commune, au niveau de l'intercommunalité, il doit faire du terrain, etc. Il doit régler les problèmes des gens, il doit, monsieur Andy parlait de l'épanouissement. Maintenant, on est au stade, je crois, avec ce qui s'annonce, de redéfinir ce qu'est l'épanouissement. Parce que si l'épanouissement, c'est continuer à avoir, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat dans le système de croissance, je crois qu'on n'y est pas là. Si les maires pensent encore à ce genre de choses et si les citoyens sont encore dans ce genre de projection ou d'épanouissement, il va falloir peut-être réfléchir autrement. Et c'est pour ça qu'on parle des politiques de développement durable qui certes sont encore sous la mainmise de l'État, mais comme il y a longtemps qu'on fait du développement durable en Guadeloupe, peut-être sans le dire, je crois que nous avons une pratique ici et nous ne sommes peut-être pas obligés d'attendre qu'on nous explique comment faire du développement durable pour remettre au goût du jour un certain nombre de pratiques. Donc ça, ce sont des éléments que nous pouvons décider de faire et que les mairies peuvent soutenir d'une façon ou d'une autre sans attendre forcément l'absolution de l'État ou des politiques de l'État à ce niveau-là. Alors Taïna Alix, vous êtes également avec nous. On a vu la juriste, on va écouter maintenant celle qui étudie la science politique. Aujourd'hui, est-ce qu'en entendant tout ça, ça ne vous donne pas envie de changer, de dépoussiérer, de rénover, de réformer ? Alors oui, donc du coup, après avoir entendu notre juriste, oui, bien sûr, on a envie de réformer, on a envie
d'aller vers d'autres pistes, essayer d'explorer d'autres pistes, mais je reviendrai un petit peu sur les propos qui ont été dits précédemment. On n'a pas besoin, je pense, qu'on n'a pas besoin de lois, de structures ou autres pour pouvoir agir à notre échelle de citoyens. Parce que bon, effectivement, on est dans un débat citoyen, donc nous-mêmes, ça peut être une initiative propre à nous-mêmes, mais aussi une initiative commune, se dire, bon, voilà, je vais prendre l'exemple puisqu'on est dans le développement durable, donc je vais prendre l'exemple des déchets. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais faire du tri? Comment je fais pour faire le tri? Je me renseigne sur la politique, entre guillemets, de ma commune. Qu'est-ce qui est mis en place? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, toujours dans cette optique-là, si je ne fais pas de tri, est-ce que je ne parlerai pas plutôt de réduction de mes déchets? Puisqu'on parle souvent de tri, on veut trier nos déchets. Mais si on fait du tri, c'est parce qu'il y a des déchets. Et une proéminence de déchets. Donc, est-ce qu'on ne ferait pas une réduction de déchets pour qu'il y ait moins de déchets et voilà. Enfin, voilà. Donc... Voilà, merci. Christophe Wachter, vous avez toujours des rapports avec les élus, l'administration, un peu aussi beaucoup avec les citoyens. Est-ce que vous êtes rendu compte, est-ce qu'il y a des situations où on voit la volonté d'un maire qui veut bien faire évoluer? On a parlé de développement durable, de projets qui pourraient servir tout l'épanouissement de la population, mais qui seraient prisonniers de l'administration. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir ça? Oui, ça peut arriver. Le maire peut être prisonnier peut-être pas de l'administration, mais du cadre réglementaire qui est garanti par l'administration. Le maire a aussi d'autres moyens quand même de faire baisser la pression qui pèse sur ses épaules lorsqu'il doit prendre des décisions. On a cité la société civile à plusieurs reprises dans ce débat. La société civile, c'est quand même un outil que le maire peut utiliser, comme le font d'autres exécutifs à d'autres niveaux administratifs. Au niveau des EPCI, des communautés d'agglomération, le maire peut s'appuyer, il n'est même pas le maire, le président de la communauté d'agglo est obligé de s'appuyer sur un conseil de développement. Ce conseil de développement, il peut bien le constituer, choisir les personnes qui y sont, il peut le mobiliser sur toutes les questions sur lesquelles il a à prendre des décisions, et on se demande si ce sont des formules qui sont bien mises en place. Le même conseil de développement, c'est un peu l'équivalent d'un conseil économique et social rattaché à la région. La région peut s'appuyer sur la société civile organisée et consulter avant d'assumer toutes les décisions ou avant de se retrouver dans une situation où la société civile va rentrer dans un schéma oppositionnel par rapport à sa décision. Donc il faut aussi mobiliser cela. Et je crois que le maire c'est pas tout à fait prévu par la loi que je sache, mais le maire a la possibilité, lui, de faire des réunions de quartier, de créer des conseils de citoyens et également de montrer à ses concitoyens qu'ils consultent la société civile avant chaque grande décision. Erika Mérion, avant de changer de thématique, allez-y. En fait, il faut pour cela que le citoyen s'engage, soit à l'écoute de ce qui se passe sur son territoire. Or, beaucoup de citoyens, d'électeurs, sont plus en demande que dans une logique d'action. Et c'est là où justement le maire se retrouve, ou les élus d'une manière générale, se retrouvent un peu démunis. C'est-à-dire que l'électeur est rentré dans une logique un peu consumériste, où il a ses attentes, comme un consommateur, il teste, ça marche, je garde, ça ne marche pas, je change. Mais lui, pour son territoire, on a du mal aujourd'hui à trouver des citoyens prêts à s'engager. Regardez aujourd'hui, beaucoup de dirigeants d'associations parlent de la crise du bénévolat, difficile de trouver des gens pour s'engager dans des associations. Et ce repli où chacun défend ses intérêts personnels, mais ça empêche justement qu'on construise un projet collectif pour lequel le maire va pouvoir apporter des réponses. Et je crois que cette focalisation des individus sur eux et sur leurs attentes participe aussi à cette rupture entre les élus et les citoyens. Alors, Madame Brel, je vais vers vous. Est-ce qu'il n'y a pas justement un problème entre les demandes et les moyens? Les associations parfois n'ont pas une oreille attentive des élus, des responsables? Alors, oui, les associations ont des besoins.
Et effectivement, les associations se rapprochent de leur collectivité pour justement être accompagnées. Cependant, et c'est vrai, le bénévolat se meurt. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a d'autres besoins. On a ce besoin primaire de manger, de se nourrir, de se vêtir. Et lorsque vous faites appel à un bénévole qui est dans une situation plus ou moins précaire, sa réflexion va être « oui, je veux bien apporter ma contribution, mais voilà, j'ai d'autres difficultés. Comment serais-je accompagnée ?» On peut effectivement mettre en place certaines actions pour pouvoir, dans le cadre du développement durable. Par exemple, une action simple, accompagner les locataires afin qu'ils réduisent leur consommation d'énergie, tout simplement en informant. D'accord, pas de problème. Mais il faut mettre en place des rencontres avec ces locataires. Il faut mobiliser du monde pour aller à la rencontre. Il faut avoir un local. Il faut pouvoir les recevoir. Il faut faire intervenir un professionnel. Le professionnel ne vous donne pas forcément la possibilité de vous accompagner bénévolement. Il va demander même un défraiement. Donc là, vous vous trouvez face à de nombreuses difficultés. Même si vous voulez faire, vous allez faire au début, mais vous ne pourrez pas faire sur du long terme. C'est pas possible. À ce moment-là, il faut être accompagné. Et bien évidemment, vous vous trouvez face à une collectivité qui n'a pas forcément ses moyens de vous accompagner. Donc il faut solliciter d'autres partenaires, les partenaires privés. Il faut solliciter la collectivité, le département ou la région qui ne vous accompagnent pas forcément tout le temps. Et donc c'est pas le... On a compris, c'est très compliqué. C'est pas qu'on ne veuille pas le faire, c'est qu'à un moment on n'arrive plus à mettre en place ce type d'action. Merci. Alors Georges Khaled, nous parlons de transparence et moralisation de la vie politique, une notion juridique qui a évolué au fil des années. Elle a évolué en particulier à travers la loi de septembre 2017, du 15 septembre 2017, qui porte bien son nom, puisque c'est sur la confiance dans la vie publique. En fait, il y a eu plusieurs affaires qui ont impliqué des élus politiques et incontestablement, un des éléments de rapport de confiance entre l'électeur et l'élu, c'est l'exemplarité. Et malheureusement, lorsque les élus ne sont pas exemplaires, ça ne fait que renforcer non seulement la confiance, la défiance, mais également, en tout cas, une crise de confiance importante. Donc, actuellement, les élus, d'abord, sous le plan de leur responsabilité pénale, sont soumis au même délit que n'importe lequel d'entre nous par rapport à l'exercice de leurs fonctions, sauf lorsqu'ils prennent des décisions dans ce qu'on appelle des fonctions exorbitantes du droit commun. À ce moment-là, ils sont protégés. S'il y a eu faute, c'est la commune qui est condamnée. Le deuxième élément, c'est que maintenant, les élus, en particulier les parlementaires, ne peuvent plus avoir un emploi parallèle, ne peuvent plus recruter leurs parents, ne peuvent plus avoir également en tout cas des actions particulières dans des sociétés importantes. C'est vrai que depuis septembre 2015, il y a une obligation de déclarer le patrimoine, d'avoir une attestation du fisc avec l'affaire qu'on connaît qui a à un moment donné éclaboussé la classe politique tout entière. Progressivement, s'il y a autant d'affaires qui émergent, c'est que le droit pénal s'installe et se conforte d'une part, mais d'autre part, bien souvent, localement, on constate qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises par rapport à certains élus, y compris qui les contraint à démissionner, mais on sait que c'est lié en particulier à cette loi qui crée un cadre qui permet, par exemple, aux représentants de l'État de prendre un certain nombre d'initiatives, y compris celles visant à remettre en cause le suffrage démocratique. Alors, Dominique Deport, vous êtes avocat en droit électoral, c'est un peu votre domaine. Alors, est-ce qu'on peut dire que les outils législatifs ont véritablement moralisé la vie publique ? Alors, effectivement, depuis de nombreuses années, plus de 20 ans, on reproche aux élus un certain nombre de déviances et qui relèvent du détournement de fonds, de l'atteinte aux règles des marchés publics, etc. Bon. Cette situation, elle est
elle est ancienne déjà. Et nos élus, pendant longtemps, ont pensé, je pense notamment sur notre territoire guadeloupéen, pouvoir échapper à toutes les sanctions qui peuvent venir sur leur tête. Et nous sommes vraiment maintenant dans un contexte difficile où nos élus perdent quand même très largement le sens de civique, de l'usage des deniers publics. On a véritablement quelque chose de problématique qui n'est pas du tout spécial à la Guadeloupe, qu'on trouve jusqu'au sommet de l'État. Et vous avez un bouquin qui est sorti récemment, qui est très très intéressant sur le sujet, qui s'intitule « Les voraces », où l'on explique comment tous nos élus se mélangent avec des intérêts privés, avec des banques, et il y a véritablement une course à la rémunération qui est impressionnante, mais qui est déjà pas négligeable au niveau local, parce que quand vous êtes maire d'une commune de taille moyenne en Guadeloupe, vous avez déjà, si vous êtes en plus président de la communauté, vous avez 2000 plus 2000 euros, plus ensuite d'autres fonctions qui font que on arrive à des niveaux de rémunération qui, couplés avec un poste d'ailleurs de fonctionnaire à haute responsabilité dans nos collectivités intermédiaires, peut dépasser les... En vrai, vous voulez dire qu'il y a une course à l'argent, quelque sorte. Les élus sont dans une course à l'argent. On a véritablement cette impression, malheureusement. C'est pas vrai de la fonction publique de base. C'est pas vrai du petit fonctionnaire. Mais véritablement, on a quand même ce souci d'un besoin de rentabiliser le mandat, qui explique le comportement d'un certain nombre de nos concitoyens qu'on a entendu tout à l'heure. Merci. Erika Mérion, est-ce que la transparence est une faute de demande citoyenne? Dans les enquêtes que vous menez, non. Ça ne s'exprime pas de cette façon, mais il y a effectivement un des éléments, le fait que les politiques ont parfois tendance à défendre des intérêts individuels, personnels ou familiaux, on va dire, ça alimente effectivement la défiance. On l'a d'ailleurs entendu dans le sujet introductif, où les gens disaient, je crois que le premier intervenant disait que chacun se bat pour son beurre. Et globalement, ce sentiment est renforcé par certaines affaires qui sont énoncées, par des fois des marchés qui sont attribués en dépit des lois des marchés publics. Mais tout ça contribue à ternir l'image que la population a des politiques. Alors justement, Claude, les jeunes vont intervenir tout à l'heure pour nous dire un petit peu qu'est-ce qu'elles en pensent, parce qu'il s'agit de 2 étudiantes sur le plateau également, il y a El Pagési, pour nous dire un petit peu est-ce qu'il faut changer les choses, comment vous voyez les choses. Mais je voudrais entendre Léo Handy quand même, juste avant. Vous avez été maire, vous avez été député, mais maire, est-ce que ça vous a tenté quelquefois de vouloir privilégier un ami ou une famille où vous êtes resté, vous avez résisté? Dites-nous la vérité quand même. Il y a prescription aujourd'hui. On m'a surtout reproché cela, de ne pas embaucher les parents, etc. Moi, je redis tout à l'heure, ce sera peut-être redondant, mais je dis que à partir du moment qu'un élu, que quelqu'un se présente aux élections, mais qu'il ne sait pas encore que l'argent qu'il va gérer ne lui appartient pas et que l'argent public est destiné à être utilisé pour mettre en place des grands équipements et ce que j'appelle l'épanouissement de la population, c'est envoyer les enfants à l'école, c'est la
construction des écoles, les maisons de jeunes, la culture, le sport, etc., construire des routes. Oui, c'est pour ça que je voulais entendre, Néwandi. Est-ce qu'un jour, un chef d'entreprise est venu vous proposer en disant si vous me vendez un terrain par-ci ou par-là? Non. Quelque chose. Est-ce que ça vous est arrivé ou quelqu'un aurait oublié une enveloppe avec de l'argent sous votre bureau? Non. Non, je vais vous dire une chose, et moi, les gens que je rencontre, qui me disent une chose, monsieur, on dit, mais comment, vous ne venez plus, vous avez quitté? Je dis, ben oui, j'ai un certain âge, je suis resté 40 ans. Hein. Et ils me disent, ah, vous avez raison, vous avez bien travaillé pour la Guadeloupe. Alors, ça me rend quand même dans un certain sens. Mais je dis que, je reviens sur ça, parce que tout à l'heure, on m'a dit que le maire ne pourra pas connaître. C'est vrai, monsieur le professeur. Un maire ne peut pas connaître les 24 programmes que dont vous avez parlé, c'est vrai. 24 domaines d'intervention. Domaines d'intervention. Et c'est pour ça qu'il s'encadre d'administratifs diplômés. Alors, j'ai lu, on m'a envoyé quelque chose où on parlait des diplômés idiots, quelque chose. Excusez-moi. Mais c'était ça. Ça doit exister. Diplômés idiots. Ouais. Alors, et on disait que les diplômés de l'ENA, les énarques, on n'a pas parlé des Sciences Po. On a parlé des énarques qui sont des... Moi, je pense effectivement que les énarques, ceux qui sont diplômés de hautes études, ils ne peuvent pas faire autre chose que... Ils ne peuvent pas faire autre chose que la politique dans un système capitaliste. Ils ne peuvent pas faire autre chose que défendre ce système. Et ce système-là, il est... Alors, vous m'avez posé une question. Alors, on va revenir avec vous tout à l'heure, parce qu'il faut... parce que les jeunes ont envie de parler. On va peut-être attendre Zoé Siro sur cette notion de transparence. Et puis aussi, on a souvent entendu parler aussi d'enrichissement personnel de nos élus. Non, en fait, je voulais vraiment rebondir sur la question des finances. Bon, je ne suis pas du tout là-dedans, mais en fait, il ne faut pas oublier le côté humain. Et je voulais rebondir sur votre reportage, notamment parce qu'elle parlait des associations. Alors après, coup de communication ou pas, mais je trouve que les maires devraient davantage être présents dans le milieu des associations, que ça soit notamment avec les ONG. Je pense au Lions Club, on en a en Guadeloupe. Pourquoi ne pas travailler, d'ailleurs il y en a un qui travaille avec l'UDAG, donc l'Union des aveugles de Guadeloupe, dirigée par Madame Jacqueline Le Breton. Pourquoi ne pas travailler avec eux? Parce que c'est vrai que ça représente une minorité en Guadeloupe, les aveugles, mais vous savez, en Guadeloupe on parle beaucoup et on parle vite. Donc si, tu sais, le maire de telle commune m'a aidé, il est venu se présenter, j'ai trouvé ça bien, donc les gens vont parler entre eux. Et ça, je pense que ça peut être intéressant, revaloriser le Lions Club ou les autres associations, parce qu'il n'y a pas que les aveugles, malheureusement. Et donc ça, je pense que ça peut être intéressant. Alors, Yael Pagési, je comprends bien, vous avez avec d'autres associations, vous allez présenter une charte, hein, c'est un scoop que vous nous livrez ce soir. Aux élus, une charte, pourquoi? Ce sont des principes ou des engagements? Alors à la base, nous pourrons parler d'un principe déjà. Je pense que principe et engagement sont liés. Donc pas principe ou engagement, mais plus principe et engagement. Parce que c'est un principe qui est posé. Donc déjà à l'origine, il faut savoir que cette charte a été travaillée au niveau national dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat, qui a donné naissance au pacte pour la transition écologique avec 32 points. Donc nous, à l'échelle locale, nous avons souhaité, alors Earth First Fight a été l'initiateur, et Bulle Bleue, dont je suis la présidente, Casabroc, Surfrider Foundation, Waliri Concept et bien d'autres associations, telles que l'association Vivre également, dont Jean-Marie Flower est vice-président, ont participé à l'élaboration de cette charte. Le but, clairement, c'est de pouvoir sensibiliser les élus, les citoyens de tous bords également, les associations sur la transition écologique. De s'engager sur quoi? On leur demande concrètement d'être responsables, de prendre des actions concrètes sur le développement durable, tant sur ce qui touche la participation citoyenne, le cadre de vie dans la commune, les questions de santé publique, également les politiques volontaristes. Prenons 3 cas. Vous avez parlé au début, donc vous aviez un reportage où une dame disait « mais on en a marre des déchets, les VHU justement ». Et prenons 3 exemples concrets. Donc par exemple les déchets. Nous souhaiterions par exemple qu'il y ait des poubelles qui soient mises clairement
dans un cadre de périmètre aménagé au niveau des plages, au niveau des abords des rivières, puisqu'on trouve énormément de déchets lorsqu'on fait des collectes de déchets sur les plages et près des rivières. Georges Calixte. Juste pour rappeler qu'il existe des dispositifs stratégiques. D'ailleurs, la région a un plan concernant les déchets, en particulier les déchets dangereux. C'est également elle qui a la compétence pour le ramassage des véhicules hors d'usage. Donc, il y a ces schémas qui existent. En fait, le vrai problème est alors à deux niveaux. D'abord, concernant la situation financière, la démocratie a ses effets pervers, puisque un élu était en général, après son élection, occupe une responsabilité. Elle est rémunérée. Cette responsabilité, par son élection démocratique, le conduit à occuper une deuxième fonction rémunérée, ainsi qu'une troisième. Or, vous constatez que plus les élus ont des fonctions importantes, et davantage ils occupent des postes de responsabilité qui sont pour la plupart rémunérés. Donc la loi quand même limite à 8 200 € le total des cumuls de rémunération des élus. 8 200 € actuellement. Ce qui n'est pas mal. Ce qui est pas mal, oui. Mais maintenant, il y a beaucoup d'incompatibilités. Vous ne pouvez pas, par exemple, être député et continuer à exercer. Mais un élu ne peut pas toucher 10, 12, 15 000. Christophe Wachter. Alors oui, bien sûr, on réagit sur les 8 200 €, ce qui est pas mal, etc. Moi, je ne cherche pas à réhabiliter les élus, mais moi, j'ai autant de respect pour l'engagement citoyen que pour l'engagement politique. Je trouve que c'est un peu facile de dire les élus tous pourris, ils veulent cumuler des indemnités, etc. C'est pas ce que vous avez dit. Hein. Non, pas du tout. Mais quelque part, moi, pour avoir travaillé avec beaucoup d'élus, j'ai quand même mesuré à quel point il faut en vouloir. Et c'est pour ça que je vous dis que je pense qu'il faut quand même réhabiliter l'engagement politique. Ça fait 1h30 qu'on débat. On a un peu dit que les élus sont tous pourris, ils ont peut-être perdu des enveloppes ou retrouvé des enveloppes, ou aussi les chefs d'entreprise. C'est en fait, moi je tiens vraiment à le dire, et je ne suis pas élu, je tiens vraiment à le dire. Pour s'engager en politique, il faut vraiment en vouloir. Et une fois qu'on exerce un mandat politique, on n'a plus de tranquillité. Ça, il faut le savoir. On n'a plus de vie. Et surtout, à ce niveau d'élu de proximité, au niveau municipal, on n'a plus de vie. On n'a plus de vie. Et la deuxième chose que je voudrais dire, on n'a plus de vie et on porte des responsabilités qui sont énormes, qui sont de l'ordre du pénal. Et je pense que ce sont des choses qui... Allez, j'ai envie de dire qui s'indemnisent. Et quelque part, que ce soit limité, c'est très bien, mais vraiment, je pense qu'il faut aussi qu'on regarde nos élus comme des personnes qui sont parfois de bonne foi, sont des personnes qui ont envie d'agir pour la cité. Donc c'est très théorique ce que je raconte, mais c'est également très empirique. Il en existe. Et ça, je tiens à le dire. Et la transition est toute trouvée pour passer au prochain thème du contrôle de l'État, égalité, opportunité. Georges Calixte, les deux procédures ont chacune un sens. Depuis la décentralisation, l'État a confié un certain nombre de compétences qui ont été transférées aux collectivités, aux établissements publics. Toutefois, c'est lui qui a conservé l'exercice, en tout cas le contrôle du respect de la loi. Là où je voudrais insister, c'est que normalement, le contrôle de l'État est un contrôle a posteriori. Ça veut donc dire qu'au nom du principe de libre administration, nos élus décident en fonction de leur champ de compétences et l'État, dans un deuxième temps, exerce un contrôle de légalité qui ne va d'ailleurs pas tout de suite au niveau du contrôle, au niveau du tribunal administratif, puisqu'il y a une procédure préalable qui est ce qu'on appelle la procédure des observations. Par contre, il existe des moments où l'État exerce également un contrôle d'opportunité. Un exemple, un budget est sous contrôle du préfet. Les élus votent ce budget, mais doivent l'envoyer au préfet. Et le préfet, au regard des recommandations de la Chambre régionale des comptes, dit à l'élu, non, vous avez mis pour fêtes et cérémonies 150 000 €, moi je mets 100 000 €. Ça veut donc dire que le préfet s'octroie la prérogative, mais la loi le lui permet, au regard d'une gestion qui dépasse les 10% d'un déficit par rapport à la recette de fonctionnement, de pouvoir imposer à l'élu des choix particuliers. Et on a même vu d'ailleurs dans une commune que le préfet a décidé tout simplement l'augmentation des impôts au taux maximal. Alors est-ce que si par exemple un maire qui n'est pas sous contrôle du préfet décide par exemple de faire un stade dans sa commune, l'État peut dire bon, je ne vois pas l'opportunité, ça peut arriver? Non, jamais. Donc la décentralisation... Le maire a tout à fait cette prérogative. Par contre, l'État va vérifier les marchés publics, il va vérifier les aspects normatifs, puisque ce sont des établissements qui reçoivent du public, oui, jusque-là.
Mais quant à savoir de l'opportunité ou pas du stade, dès lors que le sport a été une compétence partagée, mais en partie également transférée aux collectivités, le préfet n'a aucun droit de regard a priori. Léon dit, on a vu que la CRC a souvent épinglé les collectivités. Est-ce que vous estimez que le contrôle de l'État n'est pas suffisant? Ou encore, ça devait se faire avant pour vous accompagner pour éviter tout cela? Ça devrait être ça. Mais le contrôle de l'État, comme vient de le dire le professeur, c'est a posteriori. C'est-à-dire qu'à partir du moment que le maire a reçu récépissé de sa déclaration de construction, de sa délibération, c'est exécutoire. Il peut opérer, il peut mettre en marche, peut opérer la mise en marche de ces travaux. Après, le contrôle de légalité verra, mais très souvent, il est déjà tard. S'il y a eu un marché qui est passé ou qui a été le mal est fait, déjà. Le contrôle peut être suspensif. Ça peut être suspensif, oui. Puisqu'il y a saisine du tribunal administratif après la procédure d'observation. Alors, Nathalie Menacci, peut-être un sentiment sur ça. L'État devrait mieux contrôler avant, après, pendant Contrôler avant, après, pendant. C'est vrai que maintenant, on est dans des situations aujourd'hui en Guadeloupe avec toutes les communes dont on a parlé, donc qui ont des difficultés financières, où on se demande mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé jusque-là et est-ce que et d'ailleurs on ne voit pas d'ailleurs comment les choses vont s'améliorer. C'est surtout ça, c'est ce manque de vision aussi où on se dit bon ben ça sert. C'est bien de contrôler, certes, mais le problème, c'est surtout d'arriver à fonctionner et que les communes puissent s'en sortir. Donc, est-ce que les communes volontairement font des choses qu'elles ne devraient pas faire par méconnaissance de la loi ou par coup de force, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça ne devrait pas arriver jusqu'à ces proportions. Ça ne veut pas prendre ces proportions-là, sauf si, effectivement, elles sont coincées. Et avec les exposés qu'on a ce soir, on voit bien que le maire, c'est quelqu'un qui est quand même bien gêné aux encoignures. Jean-Marie Florent, vos sentiments sur cette question-là? Je pense que cette question du contrôle de l'État, il faudrait peut-être qu'il balaye aussi devant sa porte, en premier. On a par exemple des engagements qui ont été pris à la COP21 qui ne sont toujours pas tenus par l'État lui-même. Mais ça n'est pas parce que l'État ne tient pas ses engagements que les collectivités régionales ou locales n'ont pas leur part à faire. Je crois qu'il faut complètement renverser par exemple la logique selon laquelle les efforts à faire pour la transition, si les autres ne les font pas, je ne les ferai pas. C'est une lecture qui est totalement erronée. Quand vous fumez, si vous arrêtez de fumer, même si votre voisin n'arrête pas de fumer, vous avez un bénéfice immédiat pour vous. Eh bien, les actions pour la transition écologique, elles sont la compétitivité de demain, elles sont la résilience de demain. Donc, peut-être que justement, l'État devrait contrôler, non pas forcément davantage, mais contrôler mieux. Par exemple, par rapport aux risques majeurs, nous savons, nous sommes un archipel, 31 communes ont un littoral, et nous savons que ce littoral bouge en permanence, et va bouger de plus en plus avec le niveau de la mer qui monte de plus en plus vite. Quid des habitations qui sont aujourd'hui peut-être relativement à l'abri, mais qui dans 20 ans, 30 ans, seront peut-être menacées par l'élévation du niveau de la mer. Il y a de vraies interrogations à avoir, et si l'État ne contrôle pas, j'ai envie de dire que on ne doit pas non plus attendre que l'État contrôle. Tous les citoyens, quel que soit leur niveau de responsabilité, et le maire, le conseil municipal en font partie aussi, doivent s'auto-saisir aussi de cette responsabilité, parce qu'en cas de problème, en cas de séisme, en cas de catastrophe, ça peut être une catastrophe sanitaire, le maire, c'est lui qui est à portée d'engueulade. C'est lui qui va avoir ce rôle clé d'organiser et de maintenir la cohésion de son territoire. Et ça, il faut qu'il en prenne conscience. Alors, maître de port, quel est votre sentiment sur ce contrôle de l'État? Est-il suffisant? Prenez le micro. Est-il suffisant, ce contrôle de l'État, je veux dire, en amont? Et en amont, le contrôle de l'État est largement suffisant pour l'heure. On est passé d'un contrôle d'opportunité en amont qui bridait nos élus, pas autant d'ailleurs qu'on se plaît parfois à le dire, avant la naissance, enfin la naissance de la décentralisation avec Gaston Defferre. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous avons des contrôles
à divers niveaux qui parfois peuvent surprendre. Je vais revenir à la matière électorale. Nous avons eu en Martinique et en Guadeloupe 2 décisions de nos 2 tribunaux administratifs qui sont diamétralement opposées concernant l'élection des fonctionnaires, le rejet d'une liste électorale. Alors, rejeté ici, mais pas rejeté en Martinique, avec une similitude de situation totale. Vous voyez que le contrôle de légalité lui-même exercé à ses limites, et surtout dans une affaire où de toute façon il n'y a pas d'appel possible. Parce que sur le contrôle des candidatures, il n'y a pas de... le code électoral ne le prévoit pas. Donc on a des choses assez étonnantes. Le contrôle de l'État, il dépend quand même beaucoup le contrôle de légalité, de la personnalité même, non seulement du préfet, mais également de ses services en charge du dit contrôle. Et on a des situations qui ne sont pas toujours à l'identique, selon la latitude où l'on se trouve. Alors, une petite touche d'humour avec le Gabou qui nous dit « Mairie sous contrôle de l'État, tant que ce n'est pas de ma femme ». Oui, voilà, il a peut-être bien raison. Alors, Zoé Siro, vous avez écouté tout cela avec beaucoup d'attention. Alors, le rôle de l'État, est-ce qu'il faudrait plus d'État dans les collectivités communales? Que dit la future juriste? Non, en fait, je voulais rebondir aussi à tout ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure et dire un petit peu, parce que c'est ce qu'on apprend aussi à faire en droit, un plan en 2 parties, à dire oui, on dit oui, mais en fait, quelque part, on dit non. Et en fait, il faudrait savoir si je ne vais pas m'attirer des amis en disant ça, mais est-ce qu'on n'en demande pas trop aux maires? C'est-à-dire que les Guadeloupéens aujourd'hui veulent avoir du résultat, et ça c'est normal, mais c'est là où je pense que le maire doit être davantage transparent en disant écoutez, aujourd'hui le déficit de la commune est de temps, vous voulez ça, mais ça ne va pas être possible tout de suite, ou alors ce sera possible tout de suite, mais dans ce cas-là, on met encore plus en rouge. Donc je pense que c'est ça aussi la transparence, pouvoir dire franc jeu. Il y a des obligations électorales. Oui, bien sûr, je me doute bien, et heureusement. Mais quelque part, pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas d'être beaucoup plus clair avec les citoyens en mettant également la situation en compte et les besoins de tout à chacun? Problème de communication peut-être Je ne sais pas si c'est un problème de communication, mais il y a une chose qui est claire, et c'est ce qu'on a dit un petit peu précédemment, c'est que l'électeur, il a aussi des attentes personnelles et il veut que celles-ci soient satisfaites. Donc c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait un discours de vérité, mais en même temps, par rapport à des enjeux électoraux, je pense que c'est ce que disait M. Rayapin, par rapport à des enjeux électoraux, le maire est peut-être un peu gêné aux entournures avec un discours de vérité. Il ne peut pas dire non. C'est pas qu'il ne peut pas dire non, il faut savoir dire non, mais il ne peut pas dire non à tout. Il faut savoir dire non en disant oui. Ça. Non, mais je ne peux pas. Je suis pas là pour conseiller les maires dans leur communication. C'est pas ça. Mais il faut bien comprendre le jeu, et l'électeur l'a bien compris. Il sait à quel moment il doit demander certaines choses. Il sait ce qu'il doit demander. C'est la bonne période maintenant là. Je pense qu'on est plutôt dans une période où on entend plus de oui que de non. Alors Georges Calix, on peut dire. Avant une réaction de. Oui, moi j'ai juste envie de dire que le maire, surtout dans nos pays, est souvent pris en otage dans plusieurs dimensions. Il y a une dimension qui est structurelle. Les collectivités sont en sureffectif et en sous-encadrement. Il y a une dimension qui est circonstancielle. Le maire est bombardé de demandes en matière de demandes d'embauche et dans le domaine de l'urbanisme. Et quelque part, il faut se mettre à la place de cet individu. C'est quelqu'un qui a eu une ambition politique, qui a eu un projet pour sa cité, mais qui devient l'otage de son mandat.
Donc, Calix, même entendre un peu tout le monde, le maire encore à sa place, il est utile encore. On a besoin encore du maire. Mais non seulement on en a besoin, mais les maires qui ne gèrent pas forcément bien ne sont pas forcément menacés politiquement. On pourrait prendre les résultats électoraux depuis 2008. On a vu des maires mis en examen. D'autres ont même fréquenté quelques jours Bémao et pourtant ils ont été réélus après. On le sait parfaitement. Alors, ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'actuellement, l'État prend d'autant plus la main que les municipalités sont mal gérées. En tout cas, un des éléments, un fait générateur qui amène l'État, en tout cas, à entrer dans ce qu'on appelle une logique de quasi-substitution en lieu et place pourtant d'un élu démocratiquement élu, c'est lorsqu'il y a des situations de gestion qui sont difficiles. Et je peux vous dire que 29 communes sur 32 sont dans une situation très difficile. Et c'est là où se posera la problématique de l'autonomie réelle des collectivités décentralisées. Parce que l'argent est de plus en plus rare et l'État ne mettra pas la main à la poche. Non seulement l'État ne mettra pas la main à la poche, ou alors s'il met la main à la poche, il va dire j'impose telle structure et tel modèle économique. On le voit exactement pour la structure unique de l'eau, où l'État dit c'est ce modèle économique et pas l'autre. Donc plus il y a des difficultés de gestion dans une collectivité, et davantage les services de l'État prendront la main, soit au titre d'une substitution, voire même au titre d'une sanction. Alors Léon a dit c'est difficile de satisfaire tout le monde, parce que l'électeur a un centre d'intérêt qui va... C'est un problème de communication dès le départ. Si on avait pris l'habitude de mettre les gens au courant de ce qui se passe, comment fonctionne un budget, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un problème de communication. Les gens ne seraient pas roués vers le maire pour lui dire je veux ça parce que c'est la période électorale. Il n'y a pas de communication. Peut-être que les maires, même certains, entretiennent cette espèce d'obscurantisme pour pouvoir fonctionner comme ils veulent. Moi, je pense que c'est un manque de communication dès le départ qui fait que les gens, ils ne savent pas que le maire est en difficulté ou que la mairie est en difficulté ou que les finances, ils savent qu'ils veulent de ça. Je vais voter pour vous, donnez-le-moi. Alors, on a envie d'entendre, puisque nous allons bientôt conclure, votre sentiment à vous sur votre maire de votre commune ou des maires de manière générale, parce que malgré on va pas citer de commune, la quasi-totalité des communes sont endettées, donc on a encore besoin des maires. Donc, on a besoin d'élus, on a besoin des maires, on a aussi besoin, en tant qu'électeurs, de comprendre qu'ils ne sont que notre reflet, finalement, et que si certes le maire dit trop facilement oui, pour des raisons qui peuvent être compréhensibles, l'électeur lui aussi doit prendre conscience qu'il ne peut pas non plus demander n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à penser tout simplement système, à penser avec des éléments qui sont en interaction les uns avec les autres. Une dépense, si on veut, une dépense quelconque, que ce soit sur de la voirie, sur un équipement structurant ou autre, ça suppose des recettes en face. Si les recettes ne viennent pas de l'État ou de subventions diverses, ça veut dire que ça vient de la fiscalité locale. Il faut bien comprendre ce rapport-là. C'est le travail non seulement du maire, mais de l'électeur aussi. Malgré tout ce qu'on vient de dire, est-ce que vous, sur le plateau, vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à vous lancer pour être maire? Je pose la question, par exemple, à Nathalie Minacci. Non. Pourquoi pas? Je ne me lance pas pour être maire. Non, j'ai bien compris tout ce que ça nécessite. Non, mais on a besoin des maires et je crois que la fonction de maire est très importante parce que finalement, le maire, c'est quand même le premier maillon, c'est quand même celui qui est là pour s'occuper alors du bien-être de la population, mais du bien-être, on en a besoin maintenant de ce bien-être. On a besoin de se nourrir autrement. Or, le maire peut être là pour lancer des politiques au niveau de l'école primaire, sur l'alimentation, sur la connaissance des écosystèmes, sur la connaissance du pays. La formation du citoyen dès le départ dépend des maires. Donc ça, c'est une fonction en tout cas. Est-ce que les maires qu'on a, ils sont bons ou ils ne sont pas bons? Je ne sais Selon pas. vous? Non, je sais pas. Non, mais on fait un débat très aérien ce soir. Donc non, je ne sais pas, on verra. Mais il y a des maires effectivement avec lesquels nous avons travaillé sur des opérations particulières. Ceux-là étaient particulièrement bons. Ceux-là étaient particulièrement Alors, Jean-Marie Flore, les maires, ils sont bons ou ils ne sont pas bons? Gouverner, c'est prévoir. Qui avait prévu le coronavirus?
Personne. Personne n'est bon. Et pourtant, c'était quelque chose qui était prévisible. C'est déjà arrivé en 2002-2003. Oui, les déficits, on voit venir quand même. Ce qui veut dire, voilà, par exemple, un maire qui voterait pour les 6 années de sa mandature un budget en augmentation constante, moi, je ne lui fais pas forcément confiance. Parce que le plus probable, c'est que les budgets soit ne vont pas augmenter, soit vont baisser. Encore faut-il avoir le courage de l'admettre et de gérer finalement ce qui ressemble à une pénurie, mais qui peut être mieux partagé comme fardeau en tenant compte justement des plus vulnérables, des personnes par exemple en situation de handicap. On peut demander aux étudiantes, est-ce que vous êtes prêts à vous engager sur une liste ou carrément comme maire? Oui, c'est vraiment le comportement. C'est pas la congratulation là. Vous trouvez qu'on n'a pas assez de candidats? Alix Taïna, Alors bon. vous serez prête un jour à vous lancer et devenir maire, par exemple? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout de suite maintenant, en tant que vous avez étant envie donné de que je vous suis inscrire dans un conseil municipal ou dans un parti pour apprendre, comme disait M. Léondi? J'ai pas compris. Pour apprendre un petit peu avant de se lancer? J'ai pas. Non, je veux dire pour apprendre, soit aller dans un conseil municipal. Le début de la question. Oui, est-ce que vous êtes prête pour aller dans un conseil municipal ou dans un parti politique pour apprendre? Oui, tout à fait. Je fais partie d'ailleurs. D'accord. Bon, il y a des chefs de parti qui vous écoutent probablement demain. Ils vont vous appeler et vous. Je peux me cacher ou... Non. Bien sûr, pourquoi pas, si l'occasion se présente, mais en Guadeloupe, si possible, voilà. Alors, Léon, on parlait de la difficulté du maire de dire non. Souvent, vous avez certainement eu à faire face à cela. Vous pouvez aider une personne 99 fois, la 7e fois, vous lui dites non et elle vous tourne le dos. Ça, vous avez vécu ça? Ça peut arriver. Je reviens encore sur la notion de communication et de formation. Et je pense que c'est ce qui est essentiel. Si on avait fait ça dès le départ, c'est-à-dire apprendre aux gens à comprendre ce qu'on va faire, avec quoi on va faire, qu'est-ce qui sera possible, qu'est-ce qui ne sera pas possible, la communication, on n'aurait pas eu des gens qui auraient protesté quand on dit, bon, tu sais, je ne peux pas faire ça parce que, moi j'ai souvent dit ça, je ne peux pas, la commune ne pourra pas. Alors il nous manque 2 minutes. Elle veut juste réagir, Mme Bouel. Rapidement, allez-y. Oui, rapidement. En fait, je voudrais réagir par rapport à cette notion de communication et cette notion de confiance et absence de communication. Je pense qu'il faudrait que le citoyen s'intéresse aussi à sa ville. Parce que les décisions se prennent en conseil municipal. Et si vous ne vous intéressez pas à votre ville, vous ne savez pas quelles sont les décisions qui sont prises ou alors quelles sont les difficultés de votre ville. Donc je pense qu'avant tout, avant de parler de manque de communication, il faudrait d'abord que le citoyen s'intéresse à sa ville. On va faire un petit tour de table avec cette question. Êtes-vous pour ou contre pour limiter le mandat du maire? Est-ce qu'il faut limiter à 2-3 mandats et puis voilà, pour changer pour le renouvellement? Nathalie Minacci. Non, moi je ne poserai pas la question en ces termes-là. Non. Vous la posez alors? Non, je la poserai pas. Je suis pas. Enfin, non, je pense pas que la limitation veuille dire quelque chose. Les gens votent de façon démocratique pour quelqu'un qu'ils aiment ou pas. Alors, limite dans la durée, limite d'âge limite d'âge, je ne sais pas, puisqu'il y a une... pour ne pas citer de nom, mais je sais qu'il y a une commune en France où le plus jeune maire a été élu, 25 ans, et il y a une majorité de personnes âgées dans cette ville, mais je pense que oui, pourquoi pas, mais par contre, le nombre de mandats, je ne sais pas. Là, pour le coup, je peux pas vous répondre. Jean-Marie Floreur, vous êtes prêt à vous lancer parce que vous n'avez pas posé la question, en fait. Moi, je crois qu'il faut peut-être limiter vos mandats. Ça fait un petit moment que j'y réfléchis, mais je pense que j'aurais des difficultés à avoir des suffrages sur mon nom, compte tenu de la dureté de mon programme. Non, parce que le programme, il est là. Les limites, la question de la limite, c'est pas tellement la limite de l'âge, c'est les limites des écosystèmes, les frontières des écosystèmes. On est à l'extérieur aujourd'hui, on vit au-dessus de nos moyens et il faut revenir en deçà. Et ça, c'est très difficile, surtout si on ne fait pas suffisamment de pédagogie. Donc je pense que s'il devait y avoir une limite, ce serait ne pas outrepasser les lois de la physique. On va voir le dessin encore de Gabo pour plus de transparence. Oui. Le maire, il dit oui.
La transparence, oui. Bon, on a compris. En tout cas, ce sera le dessin de la fin, Claude. Et puis d'autres rendez-vous dès la semaine prochaine. Alors oui, ce lundi, le 9 mars, donc, le duel au sommet dans la course à la mairie du Moule entre Gabriel Lucarabin et la députée Justine Bénin. Et puis, le 10 mars, les candidats de la ville des Abîmes seront sur ce plateau, bien sûr, avant le premier tour des élections municipales. Mesdames, messieurs, nous vous remercions en tout cas d'avoir participé à ce grand débat citoyen qui aura permis en tout cas aux téléspectateurs d'être éclairés à la fois sur le fonctionnement et la conduite des politiques publiques. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur Guadeloupe la Première, bien sûr.